Bonjour à tous, voici donc ce quatrième cours sur les intégrales généralisées. Je vous propose donc aujourd'hui de envisager un nouveau critère de convergence pour ces intégrales généralisées, fondé sur le premier critère majeur que constitue ce critère de comparaison pour les intégrales de fonctions positives. Et nous allons voir tout de suite après, le programme donc ensuite sera de faire l'étude in extenso de la fameuse intégrale de Bertrand. Alors, voici le deuxième théorème fondamental qui est un corollaire, mais je vais le baptiser théorème si cela ne vous gêne pas. Soit f et g, deux fonctions. Alors on est toujours avec des fonctions positives, mais on va le réécrire. Deux fonctions positives et localement intégrables sur AB. Fermé en A, toujours ouvert en B. Eh bien, on va avoir un critère, j'ai envie de dire, de totale symétrie dans le comportement de f et g dans la mesure où on va supposer dans ce théorème que f et g, au voisinage de la singularité, encore une fois à distance finie ou infinie, x égale b ou t égale b, on va supposer que f et g ont un comportement équivalent. Alors, si f et g sont équivalentes au voisinage de B, les intégrales généralisées somme de A à B de f de t dt et somme de A à B de g de t dt convergent ou divergent simultanément. L'une ne peut pas converger sans que l'autre converge, l'autre ne peut pas diverger sans que la première diverge, comme nous allons le voir. Donc on a deux fonctions positives, localement intégrables sur AB, et f et g, la partie est très importante, c'est qu'elles sont équivalentes au voisinage de B, le voisinage de la singularité qui suscite l'étude de la convergence des intégrales de f comme de g sur l'intervalle AB, particulièrement par rapport à ce qui se passe au voisinage de x égale ou de t égale b. Donc, si les fonctions sont équivalentes, les intégrales généralisées de a à b de ces deux fonctions convergent ou divergent simultanément. Tout de suite, regardons la preuve. Alors la preuve, elle est évidemment fondée sur la capacité d'écrire cette ligne qui est fondamentale, qui est à propriété, qui va donner, j'ai envie de dire, la tendance, le comportement des deux intégrales simultanément. Eh bien, f et g, f est équivalente en B à g si limite, c'est la définition de la fonction équivalente, si limite quand t tend vers b de f de t sur g de t, si cette limite vaut 1. Alors ça me donne l'occasion avec vous de voir une manière extrêmement efficace d'écrire toutes ces limites que vous allez, comment dirais-je, être amené à considérer pour l'étude de la convergence de ces intégrales ou des séries numériques ou des séries de fonctions comme nous le verrons dans un prochain bloc de cours comme j'en ai déjà fait allusion. Eh bien, à quoi je pense quand je vous dis cette manière de considérer ces limites? Là, c'est la limite au sens trivial ou plutôt standard que vous connaissez. Hein. On écrit la limite d'un rapport de deux fonctions et si ce rapport est égal à 1, à la limite, eh bien, on dira que les fonctions sont équivalentes. Maintenant, qualitativement, à quoi ce comportement correspond-il? Eh bien, dans cette écriture,
et c'est ce que je vous suggère d'être capable de faire pour toutes les écritures de limites. Nous allons le voir aussi avec l'intégrale de Bertrand et d'autres. Eh bien, dans les limites, il y a toujours 3 informations qui sont triviales, mais pour lesquelles il faut avoir cette prise de conscience. Il y a le voisinage du calcul de cette limite, qui suscite d'ailleurs cette limite, mais en même temps, il y a la fonction qui est elle-même concernée par cette étude comportementale locale. Et puis, évidemment, il y a ce résultat-là. Tout ça, j'enfonce des portes grandement ouvertes de ces 3 points 1, 2 et 3, qui, évidemment, apparaissent dans une limite, quelle qu'elle soit, au demeurant. Eh bien, je vais l'écrire qualitativement. Ça ne veut pas dire que je vais perdre la rigueur mathématique, bien au contraire, mais je vais comprendre en quoi cette précision mathématique et ce comportement-là, en quoi il induit des informations peut-être pas totalement évidentes par une simple lecture de cette limite. Eh bien, la numéro 1, l'information nous dit que, si t est suffisamment proche de B, alors, numéro 2, le rapport f de t sur g de t, comment est-il? Eh bien, il se rapproche de 1. Rappelez-vous que nous avons considéré f de t et g de t positifs. Donc, en fait, on se rapproche de 1. On ne sait pas comment, si c'est par au-dessus, par en dessous, mais à un moment donné, on doit arriver, j'ai envie de dire, au premier étage d'un immeuble qui en contient, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais en tout cas, on a une hauteur de 1. Alors, si vous vous rapprochez de 1 quand t est suffisamment proche de b, eh bien, expliquez-moi comment pouvez-vous faire si vous n'êtes pas inférieur au 2e étage pour vous rapprocher du premier étage. Et évidemment, certains vont me dire, vous êtes au-dessus du rez-de-chaussée. Oui, mais si je mets au-dessus le rez-de-chaussée, c'est-à-dire 0, je vais perdre une information de comparaison entre f et g par valeur inférieure, j'ai envie de dire. Autrement dit, f sur g, c'est vrai qu'il est positif, mais ça, on le sait même en dehors de la limite, puisque les deux fonctions sont positives. Non, on va garder une information en disant que ce rapport tend vers 1 se rapproche de 1, et bien donc on est évidemment au-dessus du rez-de-chaussée, mais on est aussi au-dessus de l'entresol, c'est-à-dire quelque chose qui est strictement positif, mais qui est plus petit que 1, puisque vous rapprochez de 1. Donc si t est suffisamment proche, par exemple, j'ai écrit que nous étions, pour le rapport f sur g, compris entre 1,5 et 2, vous auriez bien pu écrire entre 1 tiers et 3, vous auriez bien pu aussi écrire une autre écriture plus abstraite, j'ai envie de dire pour certains, et totalement inutile dans cette volonté de rendre les choses incompréhensibles pour certains d'entre vous. Moi, personnellement, c'est ça qui m'intéresse ici, c'est-à-dire de rendre qualitativement, certains vont écrire 1 moins epsilon fois 1 et 1 plus epsilon fois 1, vous connaissez quel que soit epsilon positif, certains d'entre vous reconnaîtront cette écriture. Je ferme tout de suite la parenthèse. Qualitativement, être à un quotient, avoir pour un quotient un comportement qui se rapproche de 1, c'est qu'il est forcément plus petit que 2 et plus grand qu'un demi. Et je répète que je n'ai pas mis ici 0, parce qu'avec 1 demi, j'ai donc maintenant que f de t est plus grand que g de t sur 2. Si j'avais mis 0, j'aurais eu f de t positif, ce que je sais indépendamment de la limite. Encore une fois, ceci n'est simplement qu'une prise de conscience extrêmement simple. J'ai parlé d'étage, vous pourriez parler d'ascenseur. Et pour ceux qui veulent faire des mathématiques complètement, comment dirais-je, autonomes, eh bien vous êtes ici à 1, et donc ici vous êtes à 0 et ici à 2. Que voulez-vous que je vous dise? Vous êtes forcément supérieur à 1,5 et inférieur à 2, par exemple, si vous vous rapprochez de 1 à un moment donné. Ça, c'est sur l'échelle des nombres. Et j'ai mis 1,5, 2, j'aurais pu mettre 1 tiers, 3, j'aurais pu mettre même 1 tiers et 2. J'aurais pu jouer à loisir en disant que nous sommes strictement supérieurs, ou supérieurs ou égal plutôt, à une fraction de 1, puisqu'on est en dessous, on tend vers 1. Donc on est forcément au-dessus d'une certaine fraction de 1. Encore une fois, j'ai pris simplement 1,5. Et vous êtes évidemment inférieur ou égal à 2 pour arriver à 1. Sinon, il faudra que vous m'expliquiez
comment vous comprenez cette limite quand t tend vers b, d'avoir un quotient qui tend vers 1. Alors certains, là aussi, auraient dit, non, non, mais vous pourriez dire, il existe un alpha appartenant à l'intervalle AB, c'est vrai, tel que pour t supérieur à ce alpha, donc on est suffisamment proche de B, eh bien, vous ayez cette propriété-là. C'est vrai, c'est plus rigoureux, c'est plus formalisé. Parce qu'au niveau comportemental, tout ça, c'est pareil. Alors, pour ceux qui préfèrent le formalisme, voilà, entre parenthèses, ce qu'il faudrait écrire. Pour ceux qui veulent être, qualitatifs et bien insister sur ce comportement du rapport de F sur G, je préfère dire les choses de cette manière-là, sachant que les deux font sens, bien évidemment. Du coup, comme G est positif particulièrement, eh bien j'ai donc G de t sur 2 inférieur ou égal à f de t, inférieur ou égal à 2 G de t, et si certains veulent conserver le formalisme, quel que soit t supérieur ou égal à alpha. Autrement dit, maintenant je peux comprendre par comparaison, puisque tout ça c'est positif, vu que les fonctions f et g sont positives. Je peux donc dire que si l'intégrale de g converge, l'intégrale de f converge, mais je peux dire aussi que si l'intégrale de f converge, l'intégrale de g converge. Et je peux dire évidemment que si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g qui est au-dessus diverge, qui est supérieure diverge. Et je peux dire évidemment que si l'intégrale de g diverge, alors l'intégrale de f diverge. C'est pour ça que l'énoncé de ce théorème montrait la simultanéité de la convergence ou de la divergence des deux intégrales généralisées pour f et pour g. Alors, ceux qui voudraient, pour ceux qui voudraient encore un peu plus de formalisme, sachant que je viens de tout dire oralement du point de vue de l'utilisation du théorème de comparaison pour les fonctions positives, dans ce cadre particulier d'équivalence de deux fonctions au voisinage de la singularité qui suscite donc l'étude de la convergence d'une intégrale généralisée au voisinage de B, rappelez-vous que l'intégrale de A à B, eh bien de F comme de G, je vais l'écrire pour F, eh bien on va l'écrire pour ce alpha, l'intégrale de A à alpha de F de T. C'était un premier lemme que j'avais donné, plus l'intégrale de alpha à B de F de T dt. Et donc, en fait, ça, on va l'écrire comme la limite de A à X. Ça ne bouge pas, c'est fixe. C'est un alpha. Rappelez-vous, pour le alpha, ici, il est compris entre A et B. Alpha, pardon, est compris entre A et B. Donc, vous retrouverez cette écriture dans ce que j'ai déjà évoqué dans un tout premier critère de convergence en disant, eh bien, pour que cette intégrale converge, il suffit qu'il existe un alpha tel que cette intégrale converge, rappelez-vous. Et en fait, c'est ça qu'on utilise ici. Il existe un alpha. On écrit cette comparaison locale par rapport au comportement de la limite. Et cette comparaison nous donne cette double inégalité qui permet de dire du coup que cette intégrale, si elle converge, alors celle-ci convergera. C'est un résultat que j'ai établi dès le début de ce chapitre sur les intégrales généralisées, rappelez-vous. Et donc, à partir de là, ce que j'écris en f, je peux l'écrire en g pour les mêmes raisons. Et donc ensuite, je dis que l'intégrale généralisée sur AB converge de g parce que celle-ci converge pour g. Ou l'intégrale de f sur AB converge parce que celle-ci pour f converge. Et si celle-ci pour f converge, celle-ci pour f converge, et ensuite je compare. Comme l'intégrale de f converge, l'intégrale de g converge avec les mêmes astuces de segmentation de l'intervalle AB. Peut-être j'en ai trop dit, mais en tout cas, j'espère que vous trouverez donc de quoi comprendre la démonstration de ce théorème extrêmement simple. Pour autant, ce qui m'intéressait ici, c'était de particulièrement mettre en exergue l'interprétation qualitative de la limite. Alors, nous avons donc ici pour les fonctions positives deux critères. Le critère de comparaison initial que je viens encore d'utiliser dans ce théorème, et puis maintenant un théorème de comparaison dès lors que nous avons des équivalences, comment dirais-je, de deux fonctions au voisinage de la pathologie qui fait l'objet de l'étude. Eh bien, nous allons mettre en œuvre tout cela dans l'étude
de l'intégrale de Bertrand, et je vais proposer ici véritablement une étude exhaustive, c'est-à-dire l'intégrale de Bertrand I alpha bêta, c'est l'intégrale de 2 à plus l'infini de dx, changeons un peu, sur x puissance alpha ln de x puissance bêta. Alors évidemment, l'intégrande 1 sur x puissance alpha log de x puissance bêta, vous voyez qu'il présente aussi, selon les signes de alpha et de bêta, il présenterait aussi une singularité en x égale 0, ce qui est évité dans cet intervalle d'intégration. Et il susciterait aussi, selon le signe de bêta, c'est-à-dire si bêta est positif, donc on a bien un 1 sur ln de x puissance, une quantité, un exposant positif, eh bien on aurait aussi une singularité en x égale 1, ce que j'évite en x égale 0 comme en x égale 1 en intégrant de 2 à plus l'infini. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette étude-là, eh bien je regarderai l'étude de l'intégrale de Bertrand de 0 à 1,5. Pourquoi de 0 à 1,5? Comme ça, je vais éviter l'infini, comme nous allons le traiter maintenant, et je vais éviter x égale 1. Et puis après, j'étudierai la dernière intégrale de Bertrand, qui est de, on va dire, 1,5 à 1, pour uniquement focaliser l'étude sur la singularité inhérente au logarithme. Alors, pardon, que se passe-t-il ici? Première chose, quel que soit x supérieur ou égal à 2, eh bien la fonction... on nettoie tout de suite tous les problèmes, enfin tous les lieux où il n'y a pas de problème précisément. La fonction 1 sur x puissance alpha ln de x puissance bêta est définie et continue sur l'intervalle 2 grand X, donc intégrable au sens de Riemann, C'est l'intégrale que vous connaissez. On déblaye tout de suite, dans ces intégrales généralisées, les lieux où tout va bien. Donc sur tout intervalle fermé borné, 2 grand X pour x supérieur ou égal à 2. Cette fonction-là, quel que soit alpha, bêta, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas dit, mais vous n'avez aucun problème. Si alpha et bêta étaient négatifs ou l'un des deux, à plus forte raison, et même lorsqu'ils sont strictement positifs, eh bien, il n'y a aucun problème puisqu'on évite les singularités, comme je l'ai dit, en x égale 0 et en x égale 1 sur l'intervalle de grand X. Autrement dit, et donc intégrable au sens de Riemann, elle est donc localement intégrable. Elle est donc localement intégrable, cette fois-ci on va dire, sur 2 plus l'infini ouvert. C'est la définition d'une fonction localement intégrable. Ça, c'était le premier point. Non des moindres, donc il faut maintenant faire une étude plus particulière inhérente à le fait qu'on a une intégrale généralisée de première espèce vu que l'on intègre sur un intervalle non borné. Comment s'y prendre pour une analyse où 2 paramètres interviennent? Ça, c'est la véritable difficulté initiale. Et à partir de cette difficulté levée, comme on va le voir, eh bien, tout va à peu près se dérouler de manière assez naturelle, dans la mesure où vous aurez de nouveau la lucidité sur les comportements des fonctions dont on va parler. On va voir ça dans un instant. Alors, comment s'y prendre? Lorsque vous allez ouvrir des ouvrages sur la question, et Dieu sait qu'elle a été traitée, l'intégrale de Bertrand, on va vous dire soit telle valeur de alpha, j'en ai déjà fait allusion, et puis on va dire, ah, ça marche très bien, tout va bien. Certains vont dire, mais pourquoi telle valeur de alpha et pourquoi pas une autre? Alors, il faut quand même observer la chose suivante. Si vous regardez la primitive ou l'intégrale de 2 à grand X, si vous voulez, puisque c'est ça qui nous intéresse,
Maintenant, on est capable de parler de l'intégrale de 2 à grand x, d'après la première remarque, de dx sur x puissance alpha ln de x puissance bêta. Là, il n'y a pas de possibilité de calcul de primitive usuelle pour tout alpha et pour tout bêta, sauf dans un cas particulier qui est celui qui va motiver la segmentation de la discussion paramétrique, c'est-à-dire du premier cas de figure que l'on va considérer, parce que de manière claire, eh bien, on va avoir une primitive usuelle. Alors, vous avez du dx sur x puissance alpha, vous avez du dx sur ln de x puissance bêta. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dx sur une puissance d'un logarithme, ce n'est pas la différentielle usuelle d'une fonction. Si vous ne connaissez pas la notion de différentielle usuelle, ce n'est pas la dérivée usuelle d'une fonction. Quelle est la fonction dont la dérivée serait avec un quotient dont le dénominateur fera apparaître un logarithme népérien puissance bêta? Pas simple. Dx sur x puissance alpha, ah ça par contre, vous savez. Parce que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. La dérivée de 1 sur x3, bah, écoutez, ça va être du 1 sur x4 avec un coefficient. Donc, dx sur x puissance alpha, on sait l'écrire comme la dérivée d'une fonction, ou la différentielle d'une fonction pour avoir un langage plus mathématique, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ça va être la différentielle, d'après ce que vous connaissez, d'une fonction de la forme 1 sur x puissance gamma. Puisque j'ai bien montré par 2 exemples triviaux que vous connaissez, que la dérivée de 1 sur x est 1 sur x2. La dérivée de 1 sur x2, j'ai dit au signe près, les coefficients ne m'intéressent pas, c'est la structure qui doit vous interpeller ici. La dérivée ou la différentielle de 1 sur x2, c'est grosso modo du 1 sur x3, et etc. Qu'est-ce que je vais faire de cette différentielle d'une fonction en 1 sur x puissance gamma par rapport à ce logarithme puissance bêta? Il n'y a pas de concordance entre les deux. Il n'y a pas de manière de rendre unitaire l'expression, de faire un bloc, c'est ça que je veux dire par unitaire, entre cette différentielle ou dérivée d'une fonction en 1 sur x puissance bêta, ce qui apparaît à partir de ce dx sur x puissance alpha, et qu'est-ce que je fais de cela avec le logarithme népérien de x puissance bêta? Je ne peux rien en faire, sauf dans un cas. Et ce cas-là, vous le savez, c'est le cas lorsque alpha égale 1. Pourquoi? Ben parce que si alpha égale 1, je suis en train de réfléchir. Hein. J'ai donc dx sur x puissance 1, ln de x puissance bêta. Donc si je regarde i, je vais continuer tout de suite ce traitement-là, i de 1 et de bêta. Quand alpha égale 1, i de 1 et de bêta, eh bien c'est la limite quand grand X tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 2 à grand X, et dx sur x, j'ai dit tout à l'heure la dérivée de 1 sur x, c'est, comment dirais-je, plus ou moins, c'est moins 1 sur x2, et puis la dérivée de 1 sur x2, c'est 1 sur x3 au signe et au coefficient près, mais je n'ai pas dit quelle était la fonction dont la dérivée ferait 1 sur x. Mais celle qui fait 1 sur x, c'est le logarithme népérien de x. Donc ça s'écrit, la dx sur x, c'est ni plus ni moins que d de ln de x sur ln de x puissance bêta. Autrement dit, dans le cas alpha égale 1, j'ai un regroupement naturel entre la différentielle et ce qui reste de la fonction. C'est pour ça qu'on considère le cas alpha égale 1. Alors, ceux qui ne sont pas à l'aise ici, je vais quand même le faire, même si ça va être une digression, je vais le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire par ailleurs, mais je vais le faire parce que j'aimerais que tout le monde, qu'on soit tous ensemble. Donc ici, ceux qui savent passer de dx sur x à d de ln de x, c'est très simple. Ceux qui ne savent pas, eh bien, je vais faire une petite remarque ou rappel, remarque. Je vais garder quand même cette écriture-là, mais comment je vais faire pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette notation différentielle? Vous allez me dire, bah là, il y a du dx sur x, donc j'ai envie de poser u égale ln de x. Si vous posez u égale ln de x, vous êtes d'accord que vous avez du sur dx qui vaut 1 sur x.
C'est-à-dire, vous avez évidemment que du, c'est dx sur x. Tout ça, là, ne pose aucun problème. Eh bien, regardez, u, c'est ln de x. Donc ça, je vais écrire que du, c'est-à-dire ln de x, c'est égal à dx sur x. Autrement dit, le dx sur x que vous reconnaissez en rapport, en relation forte avec le logarithme népérien, qui vous aurait motivé à poser ce changement de variable-là et le réinjecter ensuite, donc dans, comment dirais-je, l'intégrale en faisant le changement de variable, sur les bornes aussi, mais en structure dans l'intégrante, vous auriez eu à la place de dx sur x, vous auriez eu du chez vous. Vous auriez mis du, et puis ici, vous auriez mis u puissance bêta. Vous auriez eu du sur u puissance bêta. Mais avoir du sur u puissance bêta ou d de u qui est log de x sur ln de x sur ln de x puissance bêta, c'est pareil. Il suffit d'ailleurs ici de d'écrire u égale ln de x. Mais je n'ai pas besoin de faire ça, parce que du coup, j'ai exactement, comment dirais-je, ou si vous voulez, peut-être je peux le faire, c'est comme vous voulez. On peut garder l'écriture qui est là, elle permet de motiver tout au moins, c'est ça l'essentiel, la coupe en alpha égale 1. Alors maintenant que j'ai d de ln de x sur ln de x puissance bêta, eh bien je peux aller jusqu'au bout, figurez-vous, très simplement. Pourquoi? Eh bien, soit vous faites le changement de variable, soit vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé. Je vais dire la chose suivante. Je vais le faire séparément pour qu'il y ait la place. Or, l'intégrale de 2 à grand X de d de ln de x sur ln de x puissance bêta, c'est égal à quoi? Eh bien, si bêta est différent de 1. C'est comme si on avait, d'ailleurs je vais l'écrire ici, l'intégrale de 2 à grand X de ln de x puissance moins bêta d de ln de x. Autrement dit, dans votre tête, vous avez u puissance moins bêta du. Donc on s'est intégré u puissance moins bêta du, c'est u puissance moins bêta plus 1 sur moins bêta plus 1, si bêta plus 1 est différent de 0. Donc en fait, c'est égal à quoi? Eh bien, je viens de le dire, à ln de x puissance moins bêta plus 1 sur moins bêta plus 1. Ça, c'est si à prendre entre 2 et x, évidemment. Ça, c'est si bêta plus 1 différent de 0, c'est-à-dire si bêta différent de 1. Et puis, si bêta égale 1. Eh bien, si bêta égale 1, vous avez en fait un du sur u, un d de ln de x sur ln de x. Autrement dit, si vous aviez écrit votre changement de variable avec u égale ln de x, vous auriez du sur u, vous auriez dû avoir log de valeur absolue de u, c'est-à-dire de log de x. Puisque u, c'est log de x. Et ici, comme nous sommes plus grands que 1, la valeur absolue de ln de x, c'est ln de x. Puisque x est strictement supérieur à 1, donc le log est positif. Et donc, vous avez ici ln de ln de x. À prendre entre 2 et grand X. Ça, c'est I. C'est pas encore I de 1 et de bêta, parce qu'il faut prendre la limite quand grand X tend vers, maintenant, plus l'infini. Donc, quand grand X tend vers plus l'infini, eh bien, on va avoir, pardon, je devrais l'écrire sur toute la longueur de ces deux cas, quoi. Nous avons deux cas de figure dans ce calcul. Et donc, nous avons très simplement, dans le cas où alpha égale 1, eh bien, vous voyez ce qui se passe. Cette quantité-là, quand grand X tend vers plus l'infini, comment se comporte cette quantité-là? Si moins bêta plus 1 est positif, vous allez avoir un logarithme qui va partir à plus l'infini, ça va diverger. Donc, il va y avoir ici deux cas de figure. Ça va être convergent, c'est-à-dire fini uniquement
quand moins bêta plus 1 sera négatif. Moins bêta plus 1 négatif, ça veut dire bêta strictement supérieur à 1. Quel que soit bêta strictement supérieur à 1. Quand bêta est inférieur ou égal à 1, alors ici, différent de 1, là c'est quand bêta égale 1, donc là c'est quand bêta est strictement plus petit que 1, ça va diverger. Diverger. Parce que quand bêta est strictement plus petit que 1, eh bien moins bêta plus 1, moins bêta plus 1 est positif, le logarithme part à l'infini quand grand X tend vers plus l'infini. Donc, au-delà de la valeur exacte, on s'en contrefiche. Ce qui compte, c'est qu'on est soit fini, soit infini. Donc, soit l'intégrale converge, soit l'intégrale diverge. Et dans ce cas-là, dans le cas particulier quand bêta égale 1, puisque là, on a évité la valeur 1, quand grand X tend vers plus l'infini, eh bien, évidemment, ça diverge également, puisque le log part à l'infini, le log du log part aussi à l'infini. Moralité, bilan, eh bien, I de 1 et de bêta convergent, on va garder l'information, I de 1 et bêta convergent, quel que soit bêta strictement supérieur à 1. Parce que I de 1 et de bêta, c'est bien évidemment cette intégrale-là quand alpha égale 1, et c'est évidemment la limite quand grand X tend vers plus l'infini qui me donne la valeur de l'intégrale généralisée. Nous avons donc deux cas. Le premier cas, c'est une vraie puissance d'un logarithme qui est la nouvelle variable, en quelque sorte, ce que vous auriez obtenu en posant U égale ln de x. Et puis, en même temps, donc dans ce premier cas, il faut distinguer pour bêta différent de 1, soit bêta plus grand, soit bêta strictement plus petit que 1. Bêta strictement plus grand que 1, eh bien vous voyez que vous avez donc moins bêta plus 1 qui est négatif, donc vous avez une espèce de 1 sur log à une puissance positive. Quand x tend vers l'infini, ça va tendre vers 0, donc ça va être fini, d'où la notion de convergence. Et le cas complémentaire qui donne la divergence. Quand enfin bêta égale 1, ça diverge de manière évidente. Voilà pour i de 1 et de bêta. Vous allez me dire, mais comment allons-nous faire maintenant pour tous les autres cas? Et votre question est totalement pertinente. Donc nous avons maintenant traité le cas alpha égale 1. Il nous faut traiter le cas alpha strictement plus grand que 1, s'il n'est pas égal à 1, ou strictement inférieur à 1. Nous avons donc deux cas à traiter. Eh bien, je vous propose, deuxième cas, alpha strictement plus grand que 1. Alpha strictement plus grand que 1, l'idée qui va permettre de pratiquement tout obtenir est extrêmement simple. Il faut juste se rendre compte ce que cela veut dire que alpha est strictement plus grand que 1. Alors, pour avoir l'idée, je vais reprendre l'intégrande qui est 1 sur x puissance alpha ln de x puissance bêta. Alpha plus grand que 1, oubliez le log. Alpha plus grand que 1, ça veut dire que vous êtes avec une intégrale de Riemann convergente, puisque nous sommes avec une intégrale de première espèce. Donc, il faut valoriser le fait que vous êtes plus grand que 1 pour cette puissance. C'est ce qui est écrit là. Eh bien, valorisons. Valorisons, ça veut dire qu'alpha s'écrit 1 plus epsilon avec epsilon positif. Ce qui veut dire qu'ici, vous avez 1 sur x puissance 1 plus epsilon, ln de x puissance bêta. Vous allez me dire à quoi ça sert? Je dis à rien pour l'instant. À rien du tout, si ce n'est que je valorise vraiment que j'ai potentiellement une intégrale de Riemann convergente, mais qui est pondérée par un logarithme népérien puissance bêta. Et donc, on peut se poser la question de savoir si l'intégrale va rester convergente grâce à cette puissance de alpha strictement plus grande que 1. Et là, de nouveau, il faut avoir de la lucidité minimaliste. Ce qui est problématique, c'est pas quand bêta est positif, parce que ça tend vers 0, le log, quand x tend vers, x puissance 1 plus epsilon, donc quand x tend vers l'infini, ça va vers l'infini, et le log a une puissance bêta si bêta est positif, ne va que conforter ou ralentir, puisque vous avez un log,
mais vous allez toujours vers l'infini. Le vrai problème, en termes de comportement, c'est quand bêta est négatif, parce que là, du coup, vous allez avoir un logarithme puissance, une quantité positive qui se trouve au numérateur, donc qui risque de faire la guerre avec celui du dénominateur. Et pour autant, il va falloir donc traiter ce log à la puissance bêta, d'autant plus, je répète, quand bêta est négatif, mais voir que ce log, il est en quelque sorte contrôlé, calibré dans son comportement divergent à l'infini s'il passait au numérateur pour bêta négatif, grâce à la potentialité de ce qui se passe ici en 1 sur x puissance 1 plus epsilon, puisque je répète que là, vous avez exactement ce qu'il vous faut pour conclure quant à la convergence de l'intégrale. Alors, comment faire? Ce qu'il faut faire, c'est, encore une fois, maîtriser quelque part les tendances suicidaires du logarithme à l'infini, d'autant plus lorsque le bêta sera négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je prenne une partie de la puissance de x et que je la colle au logarithme, qu'il soit au numérateur ou au dénominateur. Alors ça, c'est très simple. Évidemment, il va falloir que je garde quelque chose ici qui soit strictement plus grand que 1 pour avoir toujours la convergence, si je peux la garantir. Donc il faut absolument garder quelque chose. Mais en même temps, il faut que je prenne un morceau et que je le mette, que je le colle au logarithme pour calmer ses ardeurs. Alors, ce que vous voulez que je vous dise, x puissance epsilon, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez le couper de différentes manières. Vous pouvez couper de différentes manières cette puissance de x. Coupons-la en deux. Si vous voulez le couper de manière plus tordue, plus compliquée, ça ne changera strictement rien. Mais là, j'ai gardé en tout cas une puissance qui est associée à une intégrale de Riemann convergente à l'infini. Et ici, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, on peut dire, grâce à ce x, par les comparaisons des puissances de x et des puissances logarithmiques, que quel que soit bêta, négatif ou positif, quel que soit bêta appartenant à R, eh bien, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x puissance epsilon sur 2 ln de x puissance bêta, eh bien, cette limite-là est nulle, parce que la puissance de x croît plus vite à l'infini, va plus vite à l'infini que le logarithme. Alors, si bêta est positif, c'est archi vrai, parce que le logarithme se trouve au dénominateur, et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, qu'il peut plus, peut le moins. Mais même si bêta était négatif et que cette puissance de logarithme apparaissait au numérateur, le x puissance epsilon sur 2, quel que soit bêta, pour un epsilon donné, n'importe quelle puissance de x va plus vite à l'infini que n'importe quelle puissance de logarithme népérien de x. C'est ça qui vient d'être écrit pour un epsilon positif quelconque, mais donné. Et là, je refais ma petite interprétation du numéro 1, puis du numéro 2, et enfin du numéro 3. Alors, on peut formaliser les choses. Je vais le faire, mais j'ai envie de le faire avec les mains. Ça montre la compréhension que vous pourriez témoigner de le faire de cette manière-là. Et puis après, le formalisme mathématique n'est qu'un langage, mais qui témoigne de cette compréhension de ce comportement. À savoir, première histoire, x tend vers l'infini, entre guillemets, pour x suffisamment grand. Rappelez-vous tout à l'heure, pour x suffisamment proche de BE, c'était, hein, pour x suffisamment grand. Le point numéro 2, il vous dit que 1 sur x puissance epsilon sur 2 ln de x puissance bêta, qui est d'ailleurs positif par ailleurs, positif strict, ou enfin supérieur ou égal. Cette quantité-là, puisque tout ça c'est positif, hein, x tend vers l'infini, x est suffisamment grand. Le point numéro 3, c'est le point important. Vous approchez de 0, vous approchez du rez-de-chaussée, vous approchez de la valeur nulle. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous n'êtes pas plus petit que 1, vous n'arriverez jamais à 0. Certains vont me dire, mais je peux écrire autre chose que 1. Mais bien sûr, écrivez 4, écrivez pi sur 2, écrivez ln de 38, écrivez ce que vous voulez. Mais les ordres de grandeur sont ici, comment dirais-je, cristallisés
par les chiffres, les nombres génériques. C'est 0, c'est 1. Ça ne changera rien que si vous mettez 1,2, ni 36,34 ou 42. Ça ne changera strictement rien. Parce que du coup, finalement, cette quantité-là est contrôlée, est bornée, et inférieure à un nombre positif strict. Sinon, vous n'arriverez jamais à 0. Et donc, c'est terminé. Parce que, comme nous sommes dans le cas de valeurs positives, de fonctions positives, eh bien nous avons pour x suffisamment grand, allez, vous voulez que je l'écrive, il existe un grand x strictement positif, tel que pour petit x supérieur à grand x, on est, eh bien on est que 0 évidemment inférieur ou égal à 1 sur x puissance epsilon sur 2, je le réécris, ln de x puissance bêta inférieur ou égal à 1. Donc fois, ça c'était ce morceau-là, fois 1, que j'écris après, sur x puissance 1 plus epsilon sur 2, eh bien c'est inférieur à 1 sur ce fameux x puissance 1 plus epsilon sur 2, avec un epsilon strictement positif. Oui, mais ça, c'est une intégrale de Riemann généralisée de première espèce qui converge parce que la puissance est strictement supérieure ou égale à strictement supérieure à 1. Donc ça converge par le théorème de comparaison. Eh bien ici, c'est-à-dire vous obtenez que I alpha bêta converge, quel que soit alpha strictement supérieur à 1, quel que soit bêta. C'est ce qu'on vient d'obtenir. Puisque quel que soit alpha strictement supérieur à 1, point de départ, eh bien vous avez, comment dirais-je, ce contrôle qui me permet par le théorème de comparaison de dire que cette fonction-là, qui n'est rien d'autre que l'intégrande de l'intégrale de Bertrand, eh bien est intégrable de 2 à plus l'infini, et ce, grâce à ce contrôle, c'est-à-dire grâce à cette répartition des puissances de x qui me permettent d'une part de contrôler le log si celui-ci avait la mauvaise idée de passer au numérateur pour un bêta négatif, et d'où le quel que soit bêta ici, surtout pour les bêtas, vous avez compris, négatifs, et puis surtout de conserver la puissance suffisante, c'est-à-dire strictement supérieure à 1, pour obtenir la convergence de I alpha bêta, cette intégrale de Bertrand. Troisième cas de figure, eh bien alpha strictement plus petit que 1. Alors là, je vais dire beaucoup moins de choses, parce que ça ressemble évidemment de manière étonnante, mais totalement justifiée. Deuxième cas, alpha strictement plus petit que 1. Et donc, ça, je vais le traduire ni plus ni moins de manière analogue par alpha égale 1 moins epsilon, epsilon positif. Du coup, eh bien, l'intégrande 1 sur x puissance alpha ln de x puissance bêta s'écrit dans un tout premier temps 1 sur x puissance 1 moins epsilon ln de x puissance bêta. Et contrairement au cas, ou de manière analogue mais contraire au cas précédent, eh bien vous voyez qu'ici, en dehors de la puissance logarithmique, eh bien 1 sur x puissance 1 moins epsilon, c'est une intégrale de Riemann divergente puisque la puissance est strictement plus petite que 1 et que nous considérons une intégrale généralisée de première espèce, donc à l'infini. Et donc on va procéder par rapport à la pondération du logarithme de x puissance bêta, on va procéder de la même manière en conservant cette tendance de divergence, donc on dira inhérente à l'intégrale de Riemann, en coupant et en conservant donc cette puissance strictement plus petite que 1 et en essayant de voir ce que le logarithme va pouvoir procurer, sachant que là j'ai pris moins epsilon sur 2 en puissance de x, donc on a x puissance epsilon sur 2 qui apparaît à présent. Et du coup, de la même manière, maintenant, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien la limite de x puissance epsilon sur 2 sur ln de x puissance bêta,
Et c'est la puissance de x qui donne la direction asymptotique, en quelque sorte, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que cette limite, c'est plus l'infini. Et donc, de manière analogue, je vais dire, par rapport à ces trois informations que je souhaite vous faire remarquer systématiquement dans ces limites, il existe un grand X. Alors là, j'avais mis positif, c'est une manière générale, mais en fait, comme on est déjà supérieur à 2, ici, il faut comprendre X positif qui nous intéresse, c'est-à-dire, de toute façon, on est vers l'infini, donc c'est pas positif, c'est pas supérieur à 2, c'est bien plus que ça. Il existe ici un X supérieur ou égal à 2, et encore une fois, il est bien plus grand que 2, très certainement, tel que quoi? Eh bien, tel que X puissance epsilon sur 2, sur ln de X puissance bêta. Alors, on veut dire qu'on a un comportement vers l'infini. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on avait un comportement vers 0, j'ai affirmé de manière qualitative, comportementale, que forcément, à un moment donné, il va falloir passer en dessous la valeur numérique de 1, par exemple. Je vais bien expliquer que c'était juste un exemple, mais c'est l'exemple générateur. L'unité qui génère les autres nombres, ils sont tous des multiples de 1. Et donc, c'est pour ça que la référence, c'est l'unité, c'est 1. Et bien là, de la même manière, je pourrais dire que cette quantité-là, pour tendre vers l'infini, à un moment donné, elle doit être plus grande qu'un million. Elle va être même plus grande qu'un milliard. Elle doit être plus grande que 10 puissance 1 milliard. Mais en fait, tout ça, ou dire que c'est plus grand que 1, ça revient strictement au même. C'est dire que ça va être au-delà d'une certaine quantité fixée, finie, qu'elle soit petite ou moyennement grande ou extraordinairement grande. Ça ne change rien pour notre propos. Et du coup, eh bien, je vais avoir que pour x supérieur ou égal à 2, eh bien, si cette quantité est supérieure à 1, l'intégrande de Bertrand, de l'intégrale de Bertrand, 1 sur x puissance alpha, ln de x puissance bêta, cette fois-ci va être minorée par, donc cette quantité-là est minorée par 1 sur x puissance 1 moins epsilon sur 2. C'est strictement supérieur, ça peut être supérieur ou égal. N'oubliez jamais que supérieur ou égal, c'est donc ou supérieur ou égal. Donc si c'est strictement supérieur, c'est supérieur ou égal par voie de conséquence, puisque c'est l'un des deux cas de ce supérieur ou égal. Tout ça pour dire que souvent, on fait des digressions là où il n'y en a pas. Et donc là maintenant, de nouveau, je me retrouve, évidemment ces quantités-là sont positives, strictes, mais on va dire positif ou nul. Et donc on se retrouve dans un cas de figure propice à l'application du théorème de comparaison pour les critères de convergence des intégrales généralisées, à savoir que notre intégrande est minorée cette fois-ci par une intégrande d'une fonction de Riemann, j'ai envie de dire d'une intégrale généralisée de Riemann de première espèce, cette fois-ci à exposant strictement plus petit que 1, donc divergente. On en conclut donc que dans le cas alpha strictement plus petit que 1, inférieur à 1, conclusion, quel que soit alpha strictement plus petit que 1, quel que soit bêta, qui en fait, vous avez compris, bêta c'est la puissance du logarithme, le logarithme subit toutes ces investigations, malgré les compensations possibles de canalisation ou de redirection dans la bonne voie par les puissances de x qu'on a essayé comment dirais-je, d'apporter, ben, il n'y a rien à faire, on va dans le sens de la divergence, et bien, quel que soit alpha inférieur à quel que soit 1, i de alpha bêta diverge. On a donc le bilan suivant. Je l'ai écrit ici tout à l'heure pour le cas alpha strictement inférieur à 1. Donc bilan. I de alpha bêta, on va dire converge, si, eh bien, on a deux cas, alpha strictement supérieur à 1, quel que soit bêta appartenant à R, et on a vu tout au début que quand alpha égale 1, quel que soit bêta strictement supérieur à 1, c'était aussi un cas de convergence. Et donc, on a terminé cette première analyse de l'intégrale de Bertrand, on va dire, à l'infini. Alors, maintenant, on aimerait voir une deuxième famille d'intégrales de Bertrand, cette fois-ci à l'origine.
Alors, à l'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va noter, hein, donc, deuxième cas, je ne sais pas si j'ai appelé ça premier cas tout à l'heure, peu importe, deuxième cas, je vais poser K alpha bêta, non, J alpha bêta, puisqu'on avait I, donc on va dire J, hein, on aurait pu poser K, mais peu importe. C'est l'intégrale, cette fois-ci, de 0, on veut mettre en valeur la singularité à l'origine de la puissance de x. Donc de dx sur x puissance alpha. Alors, si j'écris ici ln de x puissance bêta, j'ai un problème. Parce que ln de x sur 0,1 est négatif et la puissance d'un nombre négatif à n'importe quelle puissance bêta, c'est pas possible. Donc, pour faire sens, je suis obligé de mettre ln de x puissance bêta, en valeur absolue. Et là, ça a un sens, puisque la valeur absolue de ln de x va donc, comment dirais-je, redresser le signe négatif inhérent au logarithme népérien sur 0,1 en une valeur positive, puissance bêta, cette fois-ci, ça a un sens. Alors évidemment, cette intégrale-là et I alpha bêta a un changement de variable près, l'une est liée à l'autre. Si je reprends I alpha bêta, c'était l'intégrale de 2 à plus l'infini de dx sur x puissance alpha ln de x puissance bêta. D'ailleurs, on pourrait écrire, pour avoir une écriture symétrique qui ressemble à ça, c'est l'intégrale de 2 à plus l'infini de dx sur x puissance alpha ln de x, alors je n'ai pas besoin de mettre en valeur absolue, mais je mets puissance bêta comme ça. Voilà, bon, c'est juste pour avoir une écriture qui ressemble l'une à l'autre. Alors, pourquoi je dis que de cette intégrale-là, on peut arriver à j alpha bêta? Ben parce que de 2 à plus l'infini, pour passer de 2 à plus l'infini à 0,1,5, il faut poser le changement de variable, il faut procéder au changement de variable, u égale 1 sur x. Du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est de remplacer ici le dx. Donc j'ai besoin d'écrire que x égale 1 sur u, c'est-à-dire que dx c'est égal à moins du sur u2. Très bien. Et donc je vais réécrire I alpha bêta. Ça va être égal à quoi? Alors, je vais l'écrire comme naturellement les choses apparaissent et ensuite je vais faire un commentaire pour ceux qui se posent des questions sur le changement de variable dans une intégrale généralisée que nous n'avons pas vue. Effectivement. Alors là, je fais comme si, en quelque sorte, le changement de variable sur une intégrale généralisée pouvait être réalisé de la même manière que sur une intégrale de Riemann au sens que vous connaissez. D'ailleurs, c'est une remarque que j'aurais pu faire pour l'intégrale de cosinus t2, mais rappelez-vous l'intégrale de cosinus t2, j'ai fait un changement de variable en écrivant, c'était de 1 à plus l'infini de mémoire, et donc j'ai passé de 1 à x, et c'est de 1 à x que j'ai fait le changement de variable. Alors faisons comme si ça se passait de la même manière, et après je ferai la remarque. Alors, I alpha bêta, donc que se passe-t-il? Eh bien, vous avez un signe moins là, attention. Donc, il va y avoir un signe moins devant l'intégrale. Autrement dit, les bornes que je vais calculer maintenant par le changement de variable s'inversent. La borne supérieure qui est en plus l'infini avec le changement de variable, quand x tend à plus l'infini, u tend vers 0, on devrait le mettre là, mais par le changement de signe, donc il arrive bien le 0 en borne inférieure. Et de la même manière, quand x vaut 2, u vaut 1,5, en borne inférieure, par le changement de signe, il arrive bien en borne supérieure. Donc je vois bien arriver, évidemment, la structure de l'intégrale de Bertrand J alpha bêta. Alors maintenant, donc, on a dx, cette fois-ci le signe a été absorbé, donc c'est du. Et puis on a donc sur u2, ça c'est le reste de la différentielle de x. Et puis maintenant x puissance alpha. Donc x puissance alpha, c'est u puissance moins alpha. Donc c'est u puissance 2 moins alpha. Très bien. Et ln de x, alors j'ai, comment dirais-je, maintenant à remplacer x par 1 sur u. Donc ça va me donner ln de 1 sur u, c'est-à-dire moins ln de u. Moins ln de u. Et là, à la puissance bêta. Voilà. ln de u. Alors, je peux encore
le réécrire de la manière suivante. C'est l'intégrale de 0 à 1 demi. De quoi? Eh bien, de du sur u puissance 2 moins alpha et moins ln de u, puisque u est entre 0 et 1,5 et ln de u est négatif, d'accord? Et donc, moins ln de u est positif, c'est vrai. Donc, je peux écrire que c'est ln de u en valeur absolue puissance bêta. Pourquoi? Je répète, parce que ln de u étant négatif, valeur absolue de ln de u, c'est moins ln de u. Le voilà. Donc là, ici, j'avais juste remarqué que ln de u était négatif, moins ln de u est positif, puissance bêta, ça a bien un sens. Et donc, vous voyez qu'à l'exposant près, ici en u, c'est exactement j de alpha bêta. Alors, peu importe, on va dire la chose suivante. Je dis peu importe parce que maintenant, j'efface le bilan qu'on avait de convergence sur l'intégrale de i alpha bêta. Mais maintenant, on va dire la chose suivante. Cette intégrale i alpha bêta converge quand alpha est supérieur à 1, quel que soit bêta, et quand alpha égale 1, quel que soit bêta, strictement supérieur à 1. C'est ce que je viens d'effacer. Eh bien, je vais dire si alors alpha est supérieur à 1 dans i alpha bêta, qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure de j alpha bêta? Eh bien, on a évidemment moins alpha, faisons-le tranquillement pour ne pas se tromper de signe, inférieur à moins 1, ce qui veut dire que 2 moins alpha est inférieur à 1. Autrement dit, lorsque i alpha bêta converge pour alpha supérieur à 1, cela veut dire que ici, l'exposant en u de 2 moins alpha est lui-même plus petit que 1. Ce qui veut dire, et puis évidemment, quand alpha égale 1, eh bien, on va avoir 2 moins alpha qui vaut 1. Ce qui veut dire, cette remarque me permet de dire que j alpha bêta converge si, eh bien, premier cas de figure, on a alpha strictement plus petit que 1, cette puissance que j'ai rebaptisée alpha dans l'écriture générique. Je pourrais dire J, gamma delta, si vous voulez, et je dirais que gamma doit être plus petit que 1. Ce gamma qui ici s'appelle 2 moins alpha. Mais le 2 moins alpha, je le rebaptise alpha. Et je dis donc que ce 2 moins alpha rebaptisé alpha doit être plus petit que 1. Et ça, quel que soit bêta appartenant à R. Et quand 2 moins alpha, alpha vaut 1, cette intégrale de Bertrand à l'infini converge, mais quand alpha égale 1, ça veut bien dire que ici 2 moins alpha, rebaptisé alpha au départ, vaut 1, quel que soit bêta supérieur à 1. Voilà. Je répète, il y a juste une petite astuce de redéfinition du paramètre, mais enfin bon, il n'y a vraiment pas de quoi se tromper. Je suis parti de i alpha bêta, j'ai obtenu cette intégrale-là qui est l'intégrale de Bertrand que l'on considère dans ce deuxième cas, si ce n'est qu'au lieu d'avoir une puissance alpha générique, elle s'écrit 2 moins alpha. Oui, mais quand ce alpha est plus grand que 1 strictement, eh bien, cette intégrale de Bertrand que l'on a traitée tout à l'heure in extenso converge. Très bien. Donc, à partir de là, on n'a pas de problème de convergence sur celle-ci. Il suffit de dire que 2 moins alpha, comment est-il lorsque alpha est supérieur à 1? Eh bien, quand alpha est supérieur à 1, 2 moins alpha est plus petit que 1, c'est ce que j'ai écrit. Et la même chose pour le cas, avec alpha égale 1 dans le cas de i alpha bêta, correspondant à alpha égale 1 dans j alpha bêta. Et maintenant, nous allons considérer donc le troisième cas de figure de l'intégrale de Bertrand présentant une singularité au voisinage de x égale 1. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, on va nommer donc troisième cas de figure. Troisième cas. On va noter k alpha bêta. L'intégrale, cette fois-ci, de 1 demi à 1, d'accord? Et de nouveau, de 1 demi à
faut faire très attention à la partie signe. On est toujours pour x entre 0 et 1, en quelque sorte. Et donc, le logarithme est négatif, donc il faut considérer la valeur absolue pour faire sens dans cette intégrale de Bertrand. Alors, on a quand même, cette fois-ci, donc, de nouveau, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit hein, pour j alpha bêta, mais tout à l'heure, de 0 à 1,5, sur tout intervalle de la forme epsilon 1,5, epsilon fermé, 1,5 fermé, epsilon strictement positif, la fonction est localement intégrable, enfin la fonction est intégrable au sens de Riemann, donc la fonction était bien localement intégrable sur 0 ouvert, 1,5 fermé. Ici, je le redis, hein, cette fois-ci, je le redis pour être encore plus explicite, 1 sur x alpha bêta, ln de x en valeur absolue puissance bêta est localement intégrable sur, eh bien, 1,5, 1. Pour les raisons, toujours les mêmes raisons que sur tout intervalle strictement fermé, borné, inclus strictement dans cet intervalle-là, la fonction ne présente aucune pathologie et donc elle est définie continue, donc intégrable. Donc c'est ce qu'on appelle la locale intégrabilité sur tout l'intervalle 1,5, 1, c'est pas la peine d'en dire plus. Alors le point qui suit, c'est que se passe-t-il au voisinage de x égale 1? Alors là, il y a quand même, on ne peut pas ne pas être sensibilisé par le fait qu'au voisinage de x égale 1, qu'est-ce que je vous dis, 1 sur x puissance alpha est complètement absorbé par le voisinage de x égale 1, et donc ça c'est équivalent en 1 sur ln de x puissance bêta. Et donc, comme ces deux fonctions sont positives et qu'on a une équivalence au voisinage de x égale 1, le deuxième théorème que je vous ai démontré tout à l'heure me permet de dire que ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'étudier la convergence au de l'intégrale, pas au voisinage, enfin ça revient au même, au niveau de la terminologie, de l'intégrale de 1,5 à 1, cette fois-ci de dx, sur valeur absolue de ln de x puissance bêta. D'accord? Et donc là, on a cette fois-ci une intégrale où la puissance de x a complètement disparu et simplement on a cette écriture avec la présence, l'omniprésence, j'ai presque envie de dire, du logarithme népérien. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire dans ce cas-là? Une puissance quelconque d'une variable, oui, une puissance d'un logarithme en valeur absolue, puisque nous avons un problème de signe sinon, oui mais non, j'ai presque envie de dire, dans la mesure où, de nouveau, je l'ai dit au tout départ de l'analyse de la première intégrale de Bertrand, I alpha bêta, dx sur une puissance d'un logarithme, ça ne cause pas tellement, ça ne parle pas tellement. Et donc l'idée qu'on avait eue dans le début de notre analyse, c'était de pouvoir quelque part relier cette puissance du logarithme avec un cas particulier de 1 sur x puissance alpha, qui était tout à l'heure le cas alpha égale 1. Mais là, il n'y a plus de puissance de x. Donc là, de nouveau, je suis gêné d'une certaine manière, ce qui ne me permet pas de procéder à un calcul ni à une évaluation immédiate de la convergence de cette intégrale-là, c'est bien la puissance du logarithme. Mais si j'avais une puissance quelconque d'une certaine variable, je serais ramené, en quelque sorte, à une intégrale de Riemann. Puis 1 sur trucmuche puissance bêta, tout va bien, on sait conclure. Mais oui, mais trucmuche, je n'ai pas trucmuche, j'ai valeur absolue de ln de x. Je l'ai déjà dit, je le refais, belote, revelote, 10 de der. La mathématique, dans ce cas-là, ne permet pas de traiter ces comparaisons par ces intégrales de référence. Ce qui me gêne, c'est la valeur absolue de ln de x. Eh bien, on pose, toujours pour, en quelque sorte, je l'ai évoqué, pour cosinus T2, rappelez-vous, j'ai dit j'oppose U égale T2 et j'encapsule T2. Eh bien, j'oppose U égale valeur absolue de ln de x, qui d'ailleurs vaut moins ln de x, puisque nous sommes avec un ln de x négatif. Pourquoi j'écris que ça vaut moins ln de x? Parce que j'ai besoin d'isoler, de remplacer la différentielle de l'ancienne variable x par rapport à la nouvelle variable u. Donc j'ai besoin de dire que x, c'est donc moins u, donc c'est e puissance moins u.
x, hein, vous avez ln de x qui vaut moins u, donc x qui vaut e puissance moins u. Donc, j'ai dx qui vaut moins e puissance moins u du. Et donc, on peut maintenant procéder au remplacement dans la réécriture de cette nouvelle intégrale qui nous intéresse et qui va donner complètement la, comment dirais-je, la convergence de cette dernière intégrale de Bertrand par le théorème d'équivalence de fonctions. Alors, on y va. Donc, on a somme de 1/2 à 1 de dx sur valeur absolue de ln de x puissance bêta. D'accord? C'est donc égal. Eh bien, bon, on va avoir un e puissance moins u du. Et le signe moins qui apparaît ici fait que, donc, quand x vaut 1/2, vous allez avoir moins ln de 1/2. ln de 1/2, c'est moins ln de 2. Avec le signe moins, ça fait plus. Et au lieu de l'écrire ici, je l'écris là. Pour absorber le signe moins de la différentielle. Même cause, mêmes effets. Quand x vaut 1, eh bien, quand x vaut 1, ln de 1 vaut 0, moins 0, 0, qui était a priori en haut, mais qui passe à la borne inférieure grâce ou à cause du signe moins de ce calcul différentiel. Voilà, et évidemment, sur donc 0, et ici, j'ai valeur absolue de ln de x qui vaut u sur u puissance bêta. Sur u puissance bêta. Et si tout à l'heure le problème était en x égale 1, pour cette intégrale-là, quand x égale 1, donc on a dit que u vaut 0. Donc le problème de notre histoire, maintenant, c'est de regarder ce qui se passe pour e puissance u puissance moins u, pardon, sur u puissance bêta. Mais ça, en 0, on ne peut pas ne pas voir immédiatement que c'est équivalent à 1 sur u puissance bêta. Belote, rebelote, redis de der. Celle-ci était équivalente à celle-là, j'ai procédé à l'analyse de celle-ci. Celle-ci, par changement de variable, me donne cet intégrand en u qui est en e puissance moins u sur e puissance bêta, fonction positive, équivalente à 1 sur u puissance bêta, intégrale de Riemann à l'origine qui converge si bêta strictement plus petit que 1. Et on est dans un cas où alpha a complètement disparu, rappelez-vous, du fait que 1 sur x puissance alpha tend vers 1 quand x tend vers 1, quoi, grosso modo. Bilan, eh bien on a donc, à l'aide de l'utilisation par 2 fois du deuxième théorème de comparaison via les fonctions équivalentes, déployé dans le cadre de fonctions équivalentes, eh bien le bilan, on va dire que K, alpha, bêta convergent, quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit bêta strictement supérieur à 1. Voilà, quel que soit bêta inférieur à 1, pardon, je viens de l'écrire juste au-dessus. Ce serait quand même dommage de mal recopier, mais de temps en temps de regarder ces notes, c'est pas plus mal. Nous avions bien obtenu quel que soit bêta strictement inférieur à 1. Alors pour terminer, donc toute l'analyse cette fois-ci des 3 catégories d'intégrales de Bertrand de première espèce ont été donc explorées de manière in extenso, exhaustive. Il y a quand même une dernière chose que je voudrais dire. Je l'ai fait ici pour mon changement de variable avec u égale valeur absolue de ln de x. Je l'ai fait ici pour le changement de variable. Non, je l'ai fait que ici. Pardon. Je ne l'ai fait que ici. Oui, c'est ça. Eh bien, donc, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écrit un changement de variable sur l'intégrale généralisée comme si c'était une intégrale standard. Eh bien, oui, parce que même si certains ne préféreraient écrire cette étape intermédiaire, je respecte totalement cette manière de faire, mais vous voyez bien en quoi elle va consister. Je vais écrire, avant de faire le changement de variable, comme j'aurais pu le faire pour cosinus T2, hein, dans le premier exemple que nous avons considéré préalablement. Eh bien, j'aurais dû écrire ici que l'intégrale de 1,5 à 1, cette intégrale généralisée, c'est la limite de 1,5 à x
quand x tend vers 1. Et de 1,5 à x, je procède à l'intégrale, comment dirais-je, au changement de variable. Là, je sais faire. Donc de 1,5 à x, j'aurais eu exactement, si vous voulez, j'aurais certainement eu, puisque au lieu d'avoir x, alors les bornes sont inversées, le 1,5 passant en ln de 2, l'intégration, l'intégrande et la différentielle ne changent rien. Ce qui va changer, c'est ça. Au lieu d'avoir de 1 qui passera à 0, comme je l'ai fait brutalement, j'ai envie de dire, ou directement plutôt, eh bien ici, vous auriez eu un x, d'accord? Donc quand petit x vaut grand x, il aurait fallu écrire que petit u, ici, vaut moins ln de ce grand x. Moins ln de ce grand x. Et rappelez-vous que grand x tend vers 1. Donc en fait, on aurait eu ici moins ln de grand x qui aurait convergé, qui aurait été à considérer au voisinage de, évidemment, 0. Voilà ce que j'ai écrit. Ça revient donc exactement au même, et on aurait dit à ce moment-là, eh bien, cette intégrale-là, pour regarder son comportement quand la borne inférieure rebaptisée epsilon tendant vers 0, hein, le moins ln de grand x, tendant vers 0, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je l'appelle epsilon, enfin un changement de variable, ce qui est plutôt un changement de notation, mais enfin on appelle ça aussi un changement de variable dans la limite. Et donc vous auriez eu ici epsilon, et on aurait quand même continué notre histoire en disant que puissance moins u sur puissance bêta équivalent à 1 sur u puissance bêta, etc., etc., il y a convergence. Et donc cette intégrale, la limite quand epsilon tend vers 0, le epsilon qui est en bas, eh bien converge quand bêta est strictement inférieur à 1, et on aurait dit que cette intégrale-là converge cette fois-ci de 0 à ln de 2, c'est-à-dire celle-ci par changement de variable de 1,5 à grand x quand grand x tend vers 1. Donc on aurait dit par passage à limite que l'intégrale de 1,5 à 1 est convergente. C'est ce que j'ai dit finalement directement. Tout ça pour dire qu'on peut redétailler l'écriture par la limite, faire le changement de variable sur l'intégrale de Riemann, ça on connaît, mais on se rend bien compte dans le cas que j'ai traité ici, comme vous auriez pu vous en rendre compte sur le cas de cosinus T2, que cela revient directement au même que de procéder au changement de variable. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très agréable journée. Si certains d'entre vous apprécient cette vidéo, n'oubliez pas des petits likes, ou comme certains de mes étudiants de la Sorbonne disent, mettons des lol, mais enfin YouTube préfère des likes au lol. Donc mettez en tout cas, témoignez de cette appréciation. Je reviens vers vous très prochainement pour la suite de ce cours avec d'autres aspects très passionnants. Et puis inscrivez-vous si le cœur vous en dit, toujours à cette chaîne pour être informé des autres cours que je vais bientôt pouvoir proposer en analyse numérique notamment, une initiation pour certains, un bloc de cours pour d'autres, et puis les séries numériques et encore d'autres sujets qui nous passionnent, je l'espère. À très bientôt.